J'ai vu beaucoup de collègues ou d'intervenants hier qui se sont interrogés si c'est un forum de plus ou un forum de trop. Moi, je n'ai aucune inquiétude à ce niveau parce que ce forum n'est pas venu par accident, parce que le Togo est en train de faire ce que le forum envisage comme approche, comme vision pour notre continent. Donc le forum s'inscrit dans le cadre d'une action existence. Et ce que le Togo nous demande juste de faire la diplomatie, de promouvoir le dialogue pour résoudre nos problèmes. Ça peut paraître trivial ou basique, mais je pense que c'est important si on se rappelle le contexte dans lequel nous sommes dans notre région aujourd'hui, où les chefs d'État du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, leurs ministres des Affaires étrangères sont interdits de voyager dans la région. Même dans les pays en guerre, ou les pays qui se font la guerre, je crois que les ministres des Affaires étrangères doivent voyager pour résoudre. Comment nous pouvons résoudre les problèmes si on nous empêche même d'aller parler dans les pays voisins? Et à contrario, la CEDEAO veut envoyer des émissaires dans nos pays. On dit non, ce n'est pas acceptable. Sinon, on ne peut pas aller, vous n'allez pas pouvoir venir. Parce que le dialogue, c'est à double sens. Et même dans notre tradition africaine, mais pendant les guerres, les griots à l'époque étaient ceux qui étaient autorisés à parler. Donc je crois que ça peut paraître basique ou trivial, mais on n'a pas encore compris que les problèmes dans lesquels nous sommes confrontés, il faut que nous parlions, il faut que nous dialoguions, et que là où le Mali a trébuché aujourd'hui, d'autres pays peuvent tomber dans le même problème. Donc je crois que je voulais vraiment rappeler ça et rappeler l'importance de ce forum. Sur le thème, Smaël, je pense que tu as déjà touché à beaucoup de ces questions. Quel peut être le rôle des organisations régionales pour pouvoir accompagner les transitions? Je crois que ça veut dire qu'on a déjà un grand défi si nos organisations n'arrivent même pas à organiser le dialogue, n'arrivent même pas à nous parler, n'arrivent pas à jouer leur propre rôle pour pouvoir vraiment souder les mots. Mais moi, j'allais même dire que quel peut être le rôle des organisations régionales pour éviter même qu'on ait les transitions ou les changements anticonstitutionnels? Parce que c'est ça, on est en train de traiter la maladie, on n'est pas en train d'agir sur les symptômes. Et par rapport à cela, je veux mettre 2 points d'entrée de jeu. C'est d'abord pour dire que le multilatéralisme, il faut le comprendre, reste et a un rôle important et essentiel à jouer dans la recherche de la paix, aussi dans la recherche de la sécurité. Le deuxième élément, c'est de comprendre que pour nous tous, l'intégration régionale, la coopération régionale demeure aussi des moyens essentiels pour renforcer la solidarité entre nos pays, parce que la façon dont nos organisations agissent aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de la solidarité. Elles sont même dans certains cas en train de tuer la solidarité. Donc nous devons continuer à transformer nos organisations pour qu'elles deviennent de véritables organisations des peuples pour continuer à promouvoir non seulement la solidarité, la paix, mais aussi la prospérité. Parce que quand je vois le nombre de jeunes gens qu'on a aujourd'hui dans cette salle et tous ceux qui sont dehors, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur apporte des réponses. Parce que si nous apportons des réponses à ces jeunes gens, nous n'aurons pas besoin d'équiper nos armées pour faire le maintien de la paix tel que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Nous devons aussi avoir ces populations à l'esprit. Comment nos organisations peuvent répondre aux aspirations de nos populations? Je pense que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, elles ne pourront pas être utiles pour ce qui concerne les processus de transition. Donc, par rapport à cette introduction, je peux dire que le constat est amer, pour commencer. Et amer parce que nous faisons face à une double crise. Parce que vous avez parlé pas seulement des organisations régionales, mais aussi des organisations internationales. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une double crise. Premièrement, nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Parce que nos organisations internationales, les Nations Unies et toutes les organisations qui sont affiliées, le Conseil de sécurité, sont aujourd'hui incapables de résoudre les problèmes. Le Conseil de sécurité est bloqué aujourd'hui. Même pour faire un communiqué sur l'attaque du bateau Tombouctou au Mali, qui a fait près d'une 60aine de morts, le Conseil de sécurité a été incapable de trouver un consensus pour faire un communiqué.
Vous vous imaginez pas que c'est sur la question de la Palestine qu'il va pouvoir trouver. Donc nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Et ce multilatéralisme n'a pas permis de répondre aux défis, par exemple, du Mali, où nous sommes face au terrorisme. On nous propose une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Pendant 10 ans, on a entretenu la menace. Mais elle n'était pas adaptée. Au Sahel, c'est pareil. La situation en Ukraine, la situation en Palestine, comme je l'ai indiqué, dans tous ces cas, comme Chergui l'a indiqué, nous sommes dans une crise de la gouvernance mondiale qu'il faut revoir pour qu'elle soit plus représentative, plus démocratique, plus juste, plus équitable. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander au pays d'avoir la démocratie en interne et que les relations internationales ne soient pas elles-mêmes démocratiques et qu'un groupe réduit, un club de pays puisse diriger le monde en laissant la majorité des forces économiques, sociales, politiques qui ont émergé aujourd'hui. La situation géopolitique mondiale s'est totalement transformée, mais cette réalité n'est pas reflétée. C'est pourquoi le système multilatéral aujourd'hui, qui nous accuse, nous, régime en transition, de ne pas être légitime, mais ce système même n'est pas légitime, parce qu'il ne reflète pas la réalité géopolitique mondiale. Donc nous sommes dans cette crise, mais par rapport à ça aussi, je voudrais avoir un son un peu différent. Parce que beaucoup disent, oui, il faut que l'Afrique soit au Conseil de sécurité, il faut que l'Afrique soit mieux représentée. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, nous constituons 55 pays. Mais moi, je veux mettre l'accent sur le fait que l'Afrique ne doit pas être là en nombre, mais en qualité, en substance. Parce que si nous avons une Afrique qui vient pour être traînée par d'autres puissances, être une chair à canon qui est répartie entre les puissances, non. Si l'Afrique vient, quelle est sa valeur? Quelle voie différente elle apporte? Parce que nous, dans le cas du Mali, on a vu beaucoup de pays africains au Conseil de sécurité ne nous soutiennent pas. Ils n'apportent même pas une approche différente. Ils votent avec nos ennemis, souvent. Donc je pense que s'il y a une Afrique qui doit avoir la place, il faut que ça soit vraiment une voie différente, mais aussi une voie de plus. Si l'Afrique n'apporte pas son identité dans la gestion des affaires mondiales, je pense que ça ne sert à rien d'être content que l'Afrique est autour de la table, mais elle est autour de la table pour faire quoi? Si elle ne dit pas ce qu'elle doit dire, si elle ne parle pas au nom de nos populations, si elle ne dénonce pas, parce qu'aujourd'hui, certaines de nos organisations sont là pour perpétuer des systèmes néocoloniaux. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas pour ça qu'on les a établis. Donc je pense que, donc ça c'est le premier point, la double crise multilatérale et aussi l'instrumentalisation de ces organisations internationales, y compris au niveau du Conseil de sécurité ou d'autres organisations. On a vu, la Libye a été attaquée avec une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. 10 ans après, on a le problème, ça a déstabilisé tous nos pays. Donc souvent, on se demande si ces organisations même ne sont pas là pour maintenir, entretenir la menace, pour justifier leur existence et voiler leur inefficacité souvent. Et aussi, tout le monde a dénoncé ici depuis la politique de 2 poids 2 mesures enlève la crédibilité à ces organisations. Quand on parle aujourd'hui des droits de l'homme, bon, c'est devenu une religion. C'est devenu une religion. Quand il y a un petit problème qui se passe au Mali, on dit oui, il faut appeler la Cour pénale internationale. Mais en Palestine, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le droit de l'homme. Où est la Cour pénale internationale? Où sont ces donneurs de leçons? Où sont ces pays qui se disent champions des droits de l'homme, qui eux-mêmes soutiennent ce qui est en train de se passer? Je peux donner d'autres exemples par rapport aux droits de l'homme. Est-ce que c'est ça le droit de l'homme? La politique de 2 poids 2 mesures. Si je suis ami avec quelqu'un, je ferme les yeux. Non. Donc ce ne sont pas les principes. Ça enlève le truc. Même la démocratie. On nous accuse des 1000 noms d'Israël, mais en réalité, ceux qui prétendent promouvoir la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui est en question, ce n'est même pas l'intérêt de nos pays. C'est leurs propres intérêts. Parce que quand vous voyez que quand la démocratie ou les institutions sont menacées dans le pays, en fonction du fait que ce pays est avec moi ou n'est pas avec moi, ou les nouveaux gouvernements sont avec moi, je me prononce. Est-ce que c'est ça la démocratie? Donc nous-mêmes, nous devons pouvoir vraiment prendre ces questions. Donc je voulais dire que le système multilatéral, sur cette partie de la double crise,
est incohérente et inconséquente par rapport aux réponses à nos questions. Maintenant, la deuxième partie de la double crise, c'est maintenant la crise de nos organisations régionales. Ce qui est vraiment le point sur lequel je voudrais pouvoir inviter la réflexion. Je pense que Chergui a beaucoup parlé de cette question. Naturellement, aucun de nous n'est satisfait, nous, régime en transition, ni les autres, par rapport à la réponse qui est apportée à cette question. La première chose, c'est de mettre l'accent sur l'incapacité de nos organisations à anticiper, à prévenir et à agir en amont. Ismaël a touché sur la question. On dit early warning, early warning. Non, ce n'est pas early warning. Tout ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée, mais on a vu venir, on n'a pas besoin d'être savant. Qu'est-ce qui a manqué? Mais il n'a rien fait, il n'y a pas eu d'action. Et parce que dans nos pays, bon, on est très prompt à agir quand des gens prennent le pouvoir par des coups d'État ou autres. Mais qu'est-ce qu'on fait des présidents qui sont assis et qui posent des actes qui créent la tension dans leur pays, qui manipulent les constitutions, qui manipulent les organes judiciaires, qui créent l'instabilité dans leur pays, qui empêchent aux gens d'être candidats à des élections, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? On regarde. Maintenant, quand il y a un changement, je connais même les playbooks de ces organisations. Tout le monde s'élève, mission, on fait 10 sommets qui n'aboutissent à rien. Donc je pense que ça, notre incapacité à anticiper et à répondre est un problème. Et aussi l'absence de solutions adaptées à ces changements anticonstitutionnels. Parce qu'on a l'impression que, comme les anglophones le disent, one size fits all. Quand il y a un problème au Mali, quand il y a un problème au Gabon, quand il y a un problème au Tchad ou ailleurs, on a la même solution. On a le même remède pour toutes les solutions. Est-ce qu'on peut être un peu plus créatif, que ce forum nous aide aussi à avoir du recul, à se dire que oui, chaque situation est peut-être différente. Les pays, le Mali, le Niger, le Burkina font face à une situation sécuritaire extrêmement compliquée, extrêmement difficile, et où des pays ont perdu 40 à 50% de leur territoire face à l'insécurité. Mais qu'est-ce que ces organisations ont fait pendant ce temps? Le ministre, le général Toumba en a parlé ce matin. On n'a vu personne. La CEDEAO elle-même et même l'Union africaine, ils ont sous-traité cette responsabilité aux Nations Unies qui elles-mêmes n'étaient pas capables de répondre à cette question. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina ou le Niger dépendent 25% de leurs ressources propres pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Parce que, au Mali en particulier, l'exemple que je connais, les changements de pouvoir auxquels on a assisté, c'est surtout l'exaspération, la frustration de la population face à l'incapacité des pouvoirs politiques à répondre à cette situation. Donc si la CEDEAO et les autres organisations veulent aider, ils doivent d'abord fixer ce problème. On ne peut pas venir dire aux gens seulement organiser des élections ABCD. Même pour les élections, pour qu'elles soient inclusives, il faut que l'État soit présent sur l'ensemble de son territoire. Donc je pense que ça, il faut vraiment des solutions adaptées à chaque situation. Et aussi comprendre que la peur ne peut pas constituer une politique. Je sais que dans beaucoup de pays, les gens ont peur, qu'il y ait contagion des coups d'État. Est-ce que cette peur a empêché que les choses se passent? Donc au-delà de la peur, moi je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique. Comme le cas du Niger, on l'a indiqué. Ce qui s'est passé, il ne faut pas être devin, mais il faut engager les gens, il faut parler avec les gens pour trouver des solutions. Donc je pense qu'il faut vraiment ce pragmatisme-là qui est nécessaire. J'ai déjà parlé de l'absence de solidarité, mais aussi nos organisations doivent fondamentalement changer de logiciel. Il faut comprendre des pays comme le Mali, nous avons souscrit à toutes ces organisations. Nous savons que dans ces organisations, quand il y a un coup d'État, il y a changement anticonstitutionnel, les règles s'appliquent. Et les règles qui sont là, c'est la suspension des instances de ces organisations, conférence des chefs d'État, conseil des ministres, etc. Mais ce n'est pas l'ostracisme et l'exclusion. C'est pourquoi l'OME est importante par rapport à ça. Parce que dans certains cas, non seulement les pays sont sanctionnés, mais sont punis. Pas seulement punis, pas seulement les dirigeants, mais on punit toute une population, sans punition collective. Parce qu'on cherche le président, on cherche telle ou telle chose. Est-ce que le peuple nigérien mérite qu'on lui coupe l'électricité, l'eau, la nourriture, les médicaments? Par rapport à ce qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Donc moi je crois que vraiment... Et le plus grand problème aussi, c'est que
Non, on va même au-delà de ça. On envisage une intervention militaire. C'est pourquoi le Mali, le Burkina, on a mis le pied tout de suite. Pour dire que si on attaque le Niger, parce que ce n'est pas la démocratie qu'on cherche à promouvoir, on cherche à avancer l'agenda d'une ancienne puissance coloniale qui a perdu pied et qui utilise nos organisations pour revenir. Ce n'est pas acceptable. Et nos organisations ne doivent pas constituer une menace pour nous et nos populations. Quand je vois la CEDEAO, je vois l'Union africaine, je vois la BCEAO, ça doit me rassurer. Mais aujourd'hui, ces organisations nous font peur à nos populations, constituent des menaces dans certains cas. Donc ça, c'est extrêmement important qu'il faut qu'elles changent leur logiciel pour sortir du mode punition-sanction, parce que si la sanction marchait, le Burkina a basculé quand le Mali était sous sanction. Le Niger a basculé, donc quelque part on doit s'arrêter comprendre, est-ce que le tout sanction, tout punition, ça marche? Et même la punition aussi a des conséquences durables, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on ferme les frontières, on fait tout ce qu'il faut, mais ce ne sont même les fermetures des frontières, nos populations, ça brise l'élan de solidarité de nos pays. Donc il faut vraiment que nous comprenions ça. Deuxièmement, je vais insister sur le fait que quand nous sommes dans des organisations, mais les organisations sont bâties sur des traités, sur des textes auxquels nous avons librement consenti, y compris en abandonnant notre souveraineté. Mais dans beaucoup de ces organisations, à la CEDEAO, à l'UEMOA, les textes ne sont pas respectés. La fermeture des frontières, la mise sous embargo des pays n'est dans aucun texte de la CEDEAO. Je défie qui que ce soit de me sortir dans un texte de la CEDEAO où on a prévu la fermeture de frontières, de me sortir un texte du traité de l'UEMOA où on a prévu d'exclure un pays pour des considérations politiques, de me sortir le truc de le statut 4 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest interdit à la banque de recevoir des ordres des pouvoirs politiques pour pouvoir agir. Pourtant, on ferme nos banques centrales. Donc, comment vous pouvez exiger l'état de droit au sein des pays et ne pas appliquer l'état de droit dans les organisations? Je crois que ça décrédibilise les organisations. Je vois que Chergui commence à bouger, peut-être que je dépasse mon temps. Donc, on est dans un paradoxe à ce niveau. Et l'autre question, je ne pourrais pas finir sans mettre l'accent aussi sur l'instrumentalisation de nos organisations. Je pense que j'ai parlé de ça plusieurs fois. On se comprend très bien. Ce n'est pas normal que les gens viennent parce qu'ils financent nos organisations pour pouvoir dicter leur agenda et utiliser notre organisation par rapport à leurs propres objectifs. J'ai expliqué à certains qu'au sommet de l'Union africaine, l'Union européenne par exemple, on ne nous voit pas. Mais pourquoi d'autres veulent venir dans nos débats à nous? On peut avoir un partenariat, mais dans le cadre du... Donc nos organisations sont instrumentalisées. Cette instrumentalisation conduit à la politique de 2 poids 2 mesures parce qu'on ne définit plus les choses en fonction de nos propres paramètres, mais parce que, bon, les autorités françaises sont contre le Mali. Ah, il faut les suivre parce que, bon, tel pays a une attitude bienséante. Donc, je crois que ça pose un problème de crédibilité de nos organisations. Et le G5 Sahel, c'est la même chose. Notre frère là, Maman Sidikou, il était secrétaire exécutif du G5 Sahel. Le Mali est un pays fondateur du G5 Sahel. La France, qui n'est pas membre du G5 Sahel, dicte sa loi. Moi, je paye ma contribution. Un autre pays vient dire que le Mali ne peut pas assumer la présidence du G5 Sahel. Comme le disent nos amis ivoiriens, on est où là? Donc ça, ce sont des problèmes. Ce n'est pas qu'on imagine, mais c'est réel. Donc ceci nous amène à nous interroger sur la crédibilité. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, j'ai entendu beaucoup de gens, nos populations se posent comment ces organisations sont perçues. Moi, je suis certain que ces puissances qui jouent ce jeu, leur objectif même, c'est de décrédibiliser nos organisations. Quand ils disent « ouais, on est derrière la CEDEAO » et vous prenez le micro souvent pour prédire, on a vu des ministres français ou même le chef de l'État prédire les conclusions des sommets de la CEDEAO sans qu'aucun responsable de l'organisation les rappelle à l'ordre. Donc, je pense que c'est ça. Bon, donc je pense que par rapport à tout ça, qu'il y aura définitivement un impact sur l'intégration, la solidarité africaine si on ne prend pas des mesures. Pour des pays comme le Mali, on aurait pu continuer à protester, à agir, à faire des communiqués, mais nous avons dit aussi que quelque part, il faut que nous apportons une alternative
une réponse géostratégique. C'est pourquoi on a décidé de mettre en place l'Alliance des États du Sahel, pour plusieurs raisons, parce qu'on ne veut pas une organisation qui soit téléguidée de l'extérieur. Deux, c'est que nous avons décidé que nous finançons cette organisation. Si vous voyez la charte, elle n'a pas prévu que nous recevons de l'argent de qui que ce soit, pour être très clair. Donc, s'il y a des réponses sécuritaires, ça doit être des réponses sécuritaires à la hauteur de nos moyens. Et les moyens, nous en avons. Nous ne sommes pas aussi pauvres que ça, parce que c'est la géopolitique qui crée cette pauvreté et l'entretien. Donc nous voulons aussi proposer une nouvelle approche de la solidarité et de l'intégration régionale. Chaque pays a une voix, pratiquement un droit de veto par rapport à tout ce qui se décide. Nous voulons aussi travailler pas seulement sur les questions sécuritaires à travers cette alliance militaire, mais aussi travailler sur les questions de développement, y compris les questions monétaires qui sont tabous aujourd'hui. Nous allons toucher à toutes les questions, comment notre organisation peut répondre aux attentes des populations du Liptako-Gourma. Ce qui est important aussi dans cette organisation, c'est qu'il y a une volonté populaire. Les populations, il y a une symbiose entre nos populations qui soutiennent cette initiative. Donc ça me semble être important. Donc en conclusion, et pour terminer, je pense que pour que nos organisations soient crédibles, il faut qu'elles soient elles-mêmes capables d'apporter les changements qui sont attendus par les populations. En premier lieu, il faut d'abord qu'elles remplissent leur vocation première, qui est de réaliser la solidarité africaine, l'intégration africaine. Et 60 ans après les indépendances, aucun de nous ne peut être fier du résultat de nos organisations en termes d'intégration. Aujourd'hui, si on ne prend que la libre circulation des personnes et des biens, les non-africains circulent plus librement en Afrique que nous-mêmes. Je ne parle pas des infrastructures, je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle même pas du financement de nos organisations. Donc, je pense que on ne doit pas blâmer les autres. Est-ce que nous-mêmes, on a fait le travail qu'on devait faire pour que les autres nous respectent? Peut-être que si l'intégration, on était même avancé, on a beaucoup de systèmes de coups d'État et autres qu'on n'aurait pas. Donc, je pense qu'il faut renforcer la solidarité. Mais il faut surtout des organisations où un leadership africain est affirmé et assumé. Parce que quand on parle de solution africaine, c'est qu'il faut un leadership africain. Et le leadership africain, c'est qu'il faut que les autres nous respectent. Il faut qu'on impose une respectabilité aux autres pays. Ce n'est pas parce que vous êtes des grands pays, vous êtes ceci, cela, que vous allez pouvoir venir. L'Afrique, ce n'est pas un pays. C'est 55 pays. C'est des populations avec une tradition, une culture millénaire, avec leur fierté. Donc je pense que nos organisations doivent pouvoir se ressaisir. Chacun de nous dans nos organisations, travaillons à faire de nos organisations des organisations des peuples et non des organisations d'État ou de chefs d'État ou de groupes. Je pense que tant que nous n'allons pas dans cette direction, nous aurons toujours des problèmes parce que nos populations ne sont pas impliquées, que souvent même les chefs d'État et nos leaders n'arrivent pas à tenir face à cette ingérence extérieure. C'est ce que je voulais partager avec vous en restant à l'écoute pour les questions qui peuvent venir, mais je crois qu'il faut que nous-mêmes nous posions les bonnes questions, mais tout ce dans quoi nous sommes les premiers responsables. Merci.